Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur une question super intéressante. Comment l'État, qui était au départ un simple arbitre, est-il devenu un joueur majeur, voire le capitaine de l'équipe économique? C'est cette évolution qu'on va explorer ensemble. Alors, l'État, simple arbitre ou acteur principal? Au fond, cette question n'est pas du tout théorique. Elle touche directement à notre quotidien, à notre travail, à nos interactions de tous les jours. C'est en suivant ce débat qu'on va pouvoir décrypter une bonne partie du monde qui nous entoure. Voilà notre programme. On va d'abord se poser la question, arbitre ou acteur? Ensuite, petit voyage dans le temps jusqu'au 19e siècle avec l'État gendarme. On verra comment il s'est transformé en État-providence. Après, on regardera concrètement comment il intervient aujourd'hui, les critiques que ça soulève, pour finir par s'interroger sur l'État dont on a besoin pour l'avenir. Allez, c'est parti. On commence donc notre voyage au 19e siècle, à une époque où l'État avait un rôle bien différent. On l'appelait l'État gendarme. L'État gendarme, c'est un peu comme un gardien de nuit. Ce rôle est vraiment minimaliste. Il est là pour protéger la propriété, s'assurer que personne ne triche et que les libertés de chacun sont respectées. En gros, il fait en sorte que le marché puisse fonctionner tout seul, sans se mêler de grand-chose d'autre. Ces missions, on les appelle les fonctions régaliennes. C'est vraiment le strict minimum. L'armée pour la défense, la police pour l'ordre et la justice pour faire appliquer les contrats. Et pour tout le reste, comme la pauvreté ou la maladie, ça, ce n'était pas l'affaire de l'État. C'était laissé à l'initiative privée, à la charité, aux églises ou encore aux premières mutuelles. Une sacrée différence avec aujourd'hui. Mais ce modèle de l'État gendarme, il ne va pas durer. De grands bouleversements, de véritables crises vont complètement changer la donne et donner naissance à un tout nouveau concept, l'État-providence. Regardons un peu ce cheminement. Tout au long du 19e, l'État gendarme est la norme. Mais déjà à la fin du siècle, on voit les premières fissures, avec des lois sur l'assurance sociale qui apparaissent, notamment en Allemagne. Puis arrive le grand choc, la crise de 1929. Là, tout le monde réalise que le marché laissé à lui-même peut créer des catastrophes. C'est vraiment le tournant. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que le clou est enfoncé avec la création des systèmes de sécurité sociale modernes. Et là, c'est une véritable révolution dans la manière de penser. On passe de la charité, qui est un don, à l'assurance, qui est un droit. L'État intervient désormais activement pour nous protéger collectivement contre les coups durs de la vie. Le chômage, la maladie, la vieillesse. C'est ça, l'État-providence. Alors, concrètement, comment il fait cet État moderne pour intervenir? L'économiste Richard Musgrave nous a donné une image assez parlante, celle d'une boîte à outils. L'État aurait 3 grands outils pour agir sur l'économie. Ces 3 outils, ou plutôt ces 3 grandes fonctions, sont l'allocation des ressources, la stabilisation de la conjoncture et la redistribution des richesses. On va les regarder une par une. Premier outil, la fonction d'allocation. L'idée est simple. Parfois, le marché a des ratés, il ne fonctionne pas parfaitement. Par exemple, aucune entreprise privée ne va spontanément payer pour éclairer toutes les rues d'une ville. Pareil pour lutter contre la pollution. Ça a un coût et le marché seul ne le prend pas en charge. C'est là que l'État intervient pour corriger ce qu'on appelle ces défaillances de marché. Deuxième outil, la stabilisation. Pensez à l'économie comme une voiture sur une route de montagne. Parfois, elle s'emballe dans les descentes, c'est l'inflation. Parfois, elle peine à monter, c'est la récession. Le rôle de l'État, ici, c'est d'être le pilote qui appuie doucement sur le frein ou l'accélérateur pour que le trajet soit le plus fluide possible. Il fait ça avec son budget et la politique monétaire. Et le troisième outil, c'est la redistribution. Ici, il y a 2 logiques. D'un côté, une logique de solidarité, qu'on appelle verticale. On prend un peu plus à ceux qui ont des revenus élevés via l'impôt pour aider ceux qui en ont moins. Et de l'autre, une logique d'assurance, dite horizontale. Les actifs cotisent pour financer les retraites des plus âgés, les biens portants pour soigner les malades. C'est un grand pot commun pour se protéger mutuellement. La grande question, évidemment, c'est qui paye pour tout ça? La réponse est simple. Nous tous, à travers ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Ce mot un peu technique regroupe tout simplement les impôts et les cotisations sociales. C'est ça, le carburant qui fait tourner la machine de l'État-providence. Mais attention, ce modèle n'est pas un long fleuve tranquille. À partir des années 70, il commence à être sérieusement secoué, à faire face à de plus en plus de critiques et de défis. En gros, les critiques viennent de 2 grands angles. D'abord, un angle philosophique. Est-ce qu'à trop vouloir aider, l'État ne rend pas les gens dépendants et passifs? Est-ce que ça ne décourage pas la prise de risque et l'initiative personnelle? Puis, il y a l'angle purement économique. Est-ce que les impôts élevés et les réglementations ne finissent pas par freiner l'économie, par décourager le travail et l'investissement? L'économiste Joseph Schumpeter mettait déjà le doigt sur ce dilemme en 1942. Il disait en substance que les classes sociales qui bénéficient des aides de l'État risquent de moins faire preuve de retenue que celles qui n'en attendent rien. C'est une façon de poser une question qui est toujours au cœur des débats. Où placer le curseur entre solidarité et responsabilité? Ces débats d'idées se sont doublés d'un problème très concret, le financement.
Avec une croissance économique qui ralentit, il devient plus difficile de payer pour tout ça. Et c'est là qu'apparaît un mot qu'on entend tout le temps, le déficit public. Pour faire simple, le déficit, c'est quand, sur une année, l'État dépense plus d'argent qu'il n'en reçoit. Et quand on accumule les déficits année après année, eh bien ça crée la dette publique. C'est un peu comme le découvert sur un compte en banque. Si on est à découvert tous les mois, à la fin, la dette devient énorme et ça peut poser de très gros problèmes pour l'avenir. Tout ça nous ramène à notre point de départ, mais avec une nouvelle perspective. Quel état pour le monde de demain? On le voit, l'histoire n'est pas finie. Le rôle de l'État continue d'évoluer. Aujourd'hui, on fait face à des défis complètement nouveaux. Le changement climatique, les pandémies, une économie mondialisée. Alors la question, elle est plus pertinente que jamais. De quel arbitre, de quel joueur avons-nous besoin pour affronter le 21e siècle? C'est le grand débat qui nous attend tous.